tout le monde est interloqué par le nombre de victimes présentes dans un procès de cette envergure. C'est hors du commun. Joël Le Squarnec, qui va être présent sur ce deuxième volet de dossier, est un chirurgien viscéral à la base, qui a fait une pérégrination, je dirais, en française, entre plusieurs hôpitaux et plusieurs cliniques, et qui s'illustre sur ce parcours par la commission d'un certain nombre de victimes, qui sont des victimes patientèles, garçons comme filles, qui aujourd'hui ont entre 30 et 40 ans et vont comparaître, bien sûr, pour se constituer partie civile dans le cadre de ce deuxième volet. Il y en a combien ? 299 victimes recensées, et entendons-nous bien, on avait beaucoup plus de victimes à l'époque. Nous étions à 340 victimes à l'ouverture de ce dossier. 80 victimes ont été prescrites par la Cour d'appel, chambre de l'instruction, au cours de l'instruction de ce dossier. Quelques-unes ont réussi, par la voie de la cassation, à pouvoir revenir sur le dossier en tant que partie civile, mais il n'empêche que quand même, nous aurions pu avoir beaucoup plus de victimes si ces questions de prescription ne s'étaient pas posées. Alors, comment a-t-il été interpellé ? Alors, l'interpellation de Joël Le Squarnec va se faire par l'intermédiaire d'une petite fille de 5 ans qui était la voisine de Joël Le Squarnec et qui va se faire violer dans son jardin. Cette petite va arriver en pleurs auprès de sa maman, qui va évidemment tout de suite réagir et tout de suite comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave avec le voisin. Elles vont se rendre, la maman et le papa vont se rendre à la gendarmerie locale, et là, dépôt de plainte à l'encontre du voisin, et s'ouvre la boîte de Pandore. Perquisition au sein du domicile de Joël Le Squarnec. On va retrouver les poupées qui sont cachées sous les lattes du plancher. On va retrouver les fameux carnets maudits, qui sont des carnets numérisés, dans lesquels Joël Le Squarnec relate, je dirais, un certain nombre de faits, jour après jour, heure après heure, concernant une jeune patientèle, et une enquête va s'ouvrir concernant particulièrement ces carnets. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans ces carnets ? Dans ces carnets, vous avez un récit qui est fait par Joël Le Squarnec au jour le jour, de ce qu'il éprouve lorsqu'il voit visuellement ces petites victimes qui sont ses patients sur un lit d'hôpital. Il exprime effectivement tout le désir charnel qu'il éprouve à l'encontre de ces victimes, et dans des mots qui sont très crus, il va exposer effectivement ce qu'il va entreprendre sur chacune d'entre elles, ne reconnaissant pas évidemment par écrit les viols ou les agressions sexuelles, mais exprimant de façon très précise ce qu'il va faire gestuellement vis-à-vis de ses victimes. Ce sont des noms de patients qu'il a eus. Ce sont ses patients. Il est chirurgien viscéral, il opère effectivement des jeunes enfants de l'appendicite, et donc évidemment il a un terrain de chasse qui est particulièrement riche, lui permettant donc de pouvoir, je dirais, répondre à ses pulsions sexuelles. Et quelle est sa méthode ? Sa méthode est celle d'un prédateur, c'est-à-dire que quand il est au sein de l'hôpital, il va œuvrer soit dans la chambre de réveil, soit dans la chambre où se trouve l'enfant, et il va attendre évidemment le moment propice où personne ne rentre ou ne peut venir dans cette chambre pour s'approcher très rapidement du lit de l'enfant, et pour effectivement entreprendre ce qu'il considérera comme des gestes médicaux et qui vont se révéler par la suite comme étant des gestes intrusifs et évidemment des viols et des agressions sexuelles sur mineurs. Il est très prudent, Joël Le Squarnec. Il sait parfaitement comment se véhiculer à travers ces hôpitaux et à travers effectivement les chambres d'un couloir d'hôpital pour opérer très rapidement sans que personne ne puisse le voir. C'était en état de semi-conscience au réveil suite à des anesthésies ? Pour certaines victimes, on était effectivement, pour certaines d'entre elles, sous l'effet de l'anesthésie, c'est-à-dire qu'elles ont été victimes, elles ont des bribes de souvenirs, mais elles n'ont évidemment pas tous les souvenirs qui réémergent. On peut avoir des sons, on peut avoir, je dirais, des lumières, des odeurs, le souvenir de la blouse de Joël Le Squarnec, des éléments qui arrivent ainsi par bribes au tout début de ce dossier, qui vont, je dirais, évoluer parce que certaines d'entre elles
vont se soumettre à des séances d'hypnose pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé. Il est effectivement très traumatisant pour une victime de se savoir victime et de ne pas savoir exactement ce que l'on a fait avec votre corps. Donc, elles avaient besoin, ou ils avaient besoin, d'en savoir plus, effectivement, sur ce qu'il avait pu faire d'eux ou d'elles. Comment ont réagi les victimes, justement, lorsqu'elles ont pu se rendre compte de tout ça? Alors, quand certaines d'entre elles vont apprendre effectivement ce que Joëlle Le Squarnec a écrit dans ses carnets, parce qu'elles sont convoquées en gendarmerie, commissariat de police, on leur lit ce que Joëlle Le Squarnec a écrit, c'est un effondrement. Hein. C'est un effondrement total. Moi, je représente aujourd'hui 2 familles dont le petit-fils et le fils se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient pas même l'idée d'avoir pu être victime d'un Joëlle Le Squarnec, d'avoir pu être violée par cet homme-là. C'était insoutenable. Et malgré les soins, malgré les suivis psychologiques, malgré le soutien de la famille, vous avez des victimes qui n'ont pas pu résister à cet effondrement total qui est le leur quand vous apprenez que vous avez été victime d'un médecin qui a abusé de vous. Pour d'autres, ça va être bien des dépressions nerveuses, anorexie, problématiques sexuelles, problématiques pour devenir maman. Vous voyez, ce sont tous ces éléments-là que Joëlle Le Squarnec a réussi à insuffler dans chacun d'entre eux, je dirais détruisant une bonne part de leur personnalité qu'elles doivent reconstruire. Et ce procès de 4 mois qui s'annonce aujourd'hui, c'est pour elles l'ouverture vers une reconstruction, la possibilité de revoir ce bourreau, d'exprimer auprès de ce dernier ce qu'elles doivent exprimer, les souffrances qui sont les leurs, et surtout qu'une vérité éclate et qu'ils reconnaissent les faits qu'il a commis. L'ouverture de ce procès a fait du bien à certaines victimes? Absolument. On a à la fois une angoisse et un désir de se retrouver effectivement à ce procès, ce qui est normal. L'angoisse parce que 299 victimes, ce n'est pas rien. 299 personnes qui vont défiler à la barre pour témoigner de ce qu'elles ont subi, c'est complètement hors norme et au-delà de tout ce que l'on peut penser qu'un homme puisse accomplir. Et se retrouver face à ce bourreau qui, la plupart du temps, nie les faits qui lui sont reprochés, c'est aussi lui démontrer les dégâts qu'il a pu commettre sur chacune de ses victimes. Il y a déjà eu un premier procès, justement, qui a pu définir un peu le portrait psychologique de Squarnec. Quel est-il? Au cours du premier volet qui concernait donc la petite voisine que je défendais avec sa famille, les 2 petites nièces et une victime hospitalière, on a eu un homme qui était très en retrait. Aucune expression sur son visage, aucune empathie vis-à-vis des victimes, surtout, je dirais, vis-à-vis de la mienne, parce qu'au cours de ce premier volet, il n'a jamais voulu reconnaître qu'il l'avait violée. Seule petite victime mineure à l'époque. Les petites nièces ont défilé effectivement, elles ont 30 ans, 40 ans au moment où elles vont témoigner. Elles sont très justes dans leur témoignage. 2 heures de témoignage de femmes en pleurs qui expliquent effectivement à leur oncle tout ce qu'elles ont subi, tout ce qu'elles ont supporté dans leur vie de femme et dans leur vie d'adolescente. Et les voyant dans un tel état, à la question que la juge lui posera de savoir est-ce que vous reconnaissez les faits commis à l'encontre de vos petites nièces, il dira, si elles sont dans cet état, si elles sont aussi précises sur les faits qu'elles dénoncent, c'est que j'ai dû commettre ces faits-là. Mais ce n'est pas « je reconnais avoir commis les faits que l'on me reproche ». Donc nous verrons au cours du 2e volet si l'attitude de Joëlle Le Squarnec sera la même, mais en tous les cas j'espère qu'il sera un petit peu plus prolixe et qu'il sera dans sa vérité, et de reconnaître effectivement face à toutes ces victimes qui ne sont pas des fantasmes, qui sont toutes présentes pour obtenir justice, qu'il aura ce courage d'homme, si on peut considérer que tel est le cas, pour enfin dire la vérité sur ce qu'il a pu faire sur chacune d'entre elles. Vous parlez de toute puissance pendant de lui. Oui, c'est un chirurgien, il était mis sur un piédestal dans son activité professionnelle, il était aussi mis sur un piédestal dans sa vie personnelle. C'est un homme qui était quasi intouchable. Quand je pose la question à sa sœur au premier volet en disant « Mais madame, vous saviez ce qu'il faisait sur vos filles. Pourquoi vous n'avez pas pris la direction d'une gendarmerie, d'un commissariat de police pour protéger vos propres enfants ?»
On me répond, mais on n'allait pas jeter l'opprobre sur notre famille, sur le nom de Joël Le Squarnec, c'est mon frère, c'est un chirurgien. Vous voyez un peu où ça se situe. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus important? Le nom, la position sociale d'un personnage qui est en train de détruire deux fillettes au sein de sa famille, et on a privilégié le silence. Quand Madame Le Squarnec va être mise au parfum, je dirais, par sa belle-sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Tenons sous silence tout cela, on ne va pas commencer à remuer, je dirais, les choses qui vont jeter évidemment une certaine image sur notre famille. Il n'est pas question qu'on en parle. Donc on a deux femmes très silencieuses, deux femmes complices quelque part, de ce qui se passe dans le foyer, et deux enfants qui sont là dans une situation de détresse terrible et qui n'ont pas de réponse de la part d'adultes face à ce qu'elles sont en train de vivre. Vous voyez, c'est de ce silence personnel, de ce silence familial, compensé par un silence professionnel, que nous avons un Joël Le Squarnec qui a traversé 30 ans en toute impunité. 30 ans de commission d'infractions sur des jeunes mineurs. Et le comble de l'histoire, c'est que c'est grâce à la parole d'une enfant qu'il va se retrouver arrêté et placé enfin en détention. C'est grâce à une enfant qui, elle, a libéré la parole. Donc, Joël Le Squarnec, aujourd'hui, il n'a qu'une attitude à tenir, celle, effectivement, d'être droit dans ses bottes et de nous dire ce qu'il a fait pour chacune de celles-ci. Sa femme a dit, il y a quelques jours, qu'elle n'était pas au courant. Oui, alors, écoutez, Madame Le Squarnec, j'ai lu l'article, j'ai vu ces déclarations qui m'ont fait sourire. Pourquoi? Qui m'ont fait sourire dans un sens et mise en colère dans un autre. Donc, nous sommes toujours dans la même attitude d'une femme qui ne comprend pas pourquoi elle doit venir témoigner dans le deuxième volet d'un dossier qui ne concerne que les patients que suivait son mari. Bon. Et qu'on ne comprend pas pourquoi les enfants vont être interrogés également. Bon, bref, on ne comprend pas tout ce tapage pour si peu de choses, en quelque sorte. Hein? Toutes les victimes que je représente qui ont lu cet article le soir étaient dans une colère monstrueuse de voir qu'il n'y a pas un minimum, je dirais, d'empathie. Elle a pu être Madame Le Squarnec à un moment donné de sa vie, c'est comme ça. Elle a pu savoir des choses, ne pas en savoir d'autres, admettons. Mais aujourd'hui, elle est divorcée de cet homme. Est-ce qu'elle doit continuer à soutenir un homme qui a commis plus de 300 victimes? Quel est le courage de s'affirmer en tant que femme? Quel est le courage de dire « je ne cautionne pas les actes de mon conjoint ». Voilà ce qu'on aurait voulu entendre dans les déclarations de Madame Le Squarnec à la veille d'un procès tentaculaire de 4 mois. Et ce que nous entendons, c'est ce que nous avons déjà entendu sur le premier volet, une Madame Le Squarnec qui se défile, qui soutient bon gré mal gré son conjoint, alors qu'à un moment donné, qu'elle réagisse en tant que femme. Quel est ce courage? On est loin de Gisèle Pelicot. Ah oui, on n'est pas du tout dans le même... Alors, moi, je fais quand même un distinguo. Hein. Ce sont deux procès, deux choses complètement différentes. À la rigueur, je dirais que le point commun, ça va être la conscience ou pas du fait d'être victime parce qu'on est soit sous drogue, parce qu'on est soit sous anesthésie, etc. Mais rappelons-nous que nous avons, dans le procès qui me concerne, les personnes qui sont concernées, les victimes, ce sont des mineurs. Nous sommes face à un pédocriminel, on est bien d'accord. Et nous devons effectivement nous poser les bonnes questions de savoir est-ce que l'on va continuer en France avec les textes applicables en matière de viol et d'agression sexuelle qui nous, je dirais, compulsent et qui nous restreignent dans ces problèmes de prescription, ou bien est-ce que nous allons enfin, je dirais, étudier la question proprement dite, créer de vrais textes véritables et parler de la question de la pédocriminalité. C'est tout l'enjeu du dossier Le Squarnec aujourd'hui. C'est faire en sorte que ces 80 victimes, qui sont 80 victimes prescrites, que là encore, Joël Le Squarnec passe en toute impunité sur ces 80 victimes. Que cela, dans l'avenir, ça n'existe plus. Joël Le Squarnec, nous avons eu du mal à mettre la main dessus. 30 années et nous l'avons enfin eu. Et malgré cela, parmi les rangs des victimes, nous avons 80 victimes, et j'ai des victimes qui sont prescrites, nous avons 80 victimes qui ne pourront pas se constituer partie civile, qui se sentent encore subir une deuxième peine.
celle d'avoir été la victime de Joël Le Squarnec et celle de ne pas pouvoir obtenir compensation auprès de la justice. Vous voyez, c'est des choses qui, au demain, ne doivent plus exister. Et ça, c'est l'enjeu du dossier Le Squarnec. Si l'enjeu du dossier Pénicaud était le problème du consentement, celui de Joël Le Squarnec est le problème de la prise en compte de véritables, je dirais, sanctions spécifiques à la pédocriminalité. Alors, il y a plusieurs explications à ces 30 années passées en toute impunité. Il y a, je dirais déjà, une pierre qui a été posée, qui était la condamnation de Joël Le Squarnec en 2006 pour détention d'images pédopornographiques. On a 4 mois d'emprisonnement avec sursis qui sont prononcés à l'encontre de Joël Le Squarnec à cette époque. Aucune interdiction complémentaire de pouvoir travailler en présence de mineurs. Je veux dire, on ne se pose pas la question d'une éventuelle dangerosité de cet homme, parce que se présente à la barre un homme qui est capable de très bien donner le change, qui se présente bien, qui parle bien, qui intellectuellement suit la route, et qui a sans doute réussi à convaincre une juge qu'il ne pouvait pas présenter de dangerosité. Mais le fait même des faits qui lui étaient reprochés à l'époque, la détention d'images pédopornographiques, c'est quand même pas anodin. Ça n'est pas invoquer des crises conjugales en vous disant « tiens, je me réfugie dans le visionnage de ce type d'images ». C'est quand même très particulier. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas eu cette présence d'esprit de se dire à ce moment-là « attention, cet homme, même s'il est chirurgien, peut présenter une dangerosité ». D'un point de vue professionnel, on était au courant de cette condamnation. Est-ce que nous avons eu pour autant une poursuite disciplinaire de Joël Le Squarnec au sein de son ordre? Rien du tout. Rien n'a été fait. Donc, il aurait été légitime qu'il soit convoqué par ses pairs et qu'il puisse répondre, bien évidemment, de l'infraction, la condamnation pénale qu'il avait subie. Donc, ça, rien n'a été fait. Des alertes existaient d'un point de vue professionnel. On a eu un collègue psychiatre qui s'est exprimé, qui a eu ce courage de dire « j'avais constaté effectivement des comportements un peu tendancieux de Joël Le Squarnec sur les mineurs, sur sa jeune patientèle, je m'en suis ouvert à la direction, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu d'enquête interne pour pouvoir effectivement déterminer si ce que disait ce psychiatre était vrai ou pas. On va retrouver un Joël Le Squarnec sur 30 années effectivement d'exercice professionnel avec, par exemple, dans l'hôpital de Jonzac, où il a été admis sans aucune difficulté. La directrice avait la lecture de la condamnation pénale de Joël Le Squarnec. Elle l'a accepté, elle l'a mis en chirurgie viscérale avec des mineurs. Et cela continue dans le même hôpital de Jonzac, où on va avoir un de ses collègues qui va être lui aussi poursuivi et sanctionné pour détention d'images pédopornographiques. Même chose à Quimperlé, il va exercer, on va retrouver un de ses collègues qui va être condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viol sur les patients. Vous voyez tous ces petits éléments-là, et puis il y en a bien d'autres. Tout cela n'a heurté personne. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors, on va revenir, après ça c'était 2006. Tout cela, ça n'a heurté personne. Qu'est-ce qu'on a voulu présenter? On a voulu peut-être répondre à des questions économiques en prenant un chirurgien viscéral dans des hôpitaux qui a traversé des difficultés économiques et qui se sont dit on ne peut pas se faire l'impasse d'un chirurgien de cet ordre-là, qui, de fait, avait des états de service qui étaient plutôt bons. Et on a privilégié cela. On n'a pas voulu aller regarder là où ça pouvait faire mal, parce que ça aurait jeté l'opprobre sur les institutions hospitalières. C'est moi, à Jonzac, quand toute l'affaire s'est révélée par rapport à ce lieu-là, on est quand même venu me dire dans mon cabinet que j'avais fait tout un pataquès et que cela jetait l'opprobre sur l'hôpital de Jonzac. J'ai mis la personne à la porte en disant qu'est-ce qui est plus important, l'hôpital de Jonzac ou une enfant qui a été violée dans un jardin? Mais quelle est cette plaisanterie de mauvais goût, quoi? Donc, vous voyez déjà, les réactions sont celles-là. Je ne veux pas que l'opprobre soit jeté sur l'image médicale et sur l'hôpital où Joël Le Squarnec exerçait. Vous me disiez tout à l'heure le FBI. Le FBI a été effectivement à l'origine de l'enquête qui a été menée dans ce procès de 2006. Comment Joël Le Squarnec a-t-il été retrouvé à ce moment-là? Il a été retrouvé parce que le FBI était effectivement parti de la recherche de réseaux pédophiles
avait constaté qu'il y avait échange entre plusieurs pays d'images pédopornographiques moyennant monnaie via carte bleue. Et c'est comme ça qu'ils sont remontés à 5 ou 6 personnes qui faisaient partie effectivement de ce réseau et qui s'échangeaient entre elles ces images pédopornographiques moyennant monnaie. Et parmi celles-ci, nous avions Joël Le Squarnec. Il en avait beaucoup. Comment ? Il en avait beaucoup. Ah ben, il avait beaucoup de photos. Écoutez, dans le cadre du premier volet, qui nous a concernés à Saintes, où il a écopé de 15 ans de réclusion criminelle, on a retrouvé, et c'est donc l'enquêtrice qui nous l'a énoncé, de nombreuses vidéos, mais plus de 3000 fichiers de photos, mettant en scène des enfants dans des positions horribles. Pour certaines d'entre elles, les photos ont été diffusées lors du premier volet, ainsi que d'ailleurs des vidéos mettant en scène Joël Le Squarnec avec sa perruque sur la tête, tout nu et avec une poupée grandeur d'un enfant à côté de lui sur le canapé. L'enquêtrice n'a pas résisté à tout cela, vous vous rendez compte, pouvoir visionner tous les jours toutes ces photos, toutes ces images du matin au soir. Son témoignage a été très poignant. C'était la première fois que je voyais une enquêtrice s'effondrer à la barre en pleurs parce que ça avait été excessivement difficile pour elle de visionner toutes les horreurs qu'elle a pu visionner. Et ce qui a été très intéressant, c'est à ce moment-là l'attitude de Joël Le Squarnec. Quand on a diffusé ces photos, ces vidéos, l'homme était prostré, il regardait ses pieds, on voyait qu'il résistait, je dirais, à l'appel de l'image. Mais à un moment donné, ça a été plus fort que lui. Il a effectivement soulevé son visage, soulevé sa tête, il a regardé ces images. Et moi, à ce moment-là, je ne regardais ni les images, ni les vidéos, mais je regardais ses yeux. Et j'ai compris, dans son regard, quelle était la vraie personnalité de Joël Le Squarnec. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était effectivement un vrai prédateur. Parce que j'ai vu, dans son regard, la jouissance qu'il éprouvait à ce moment-là de revoir ces vidéos. Et c'est pour cela, vous me disiez comment il a pu traverser 30 années comme ça. Mais parce que cet homme a deux personnalités. Il a cette personnalité, je dirais, du tout à chacun, qui passe tout à fait bien auprès des collègues, auprès des patients, auprès des familles, etc. Et puis vous avez le vrai Joël Le Squarnec, celui que vous ne voyez pas. Celui qui est seul dans une chambre avec un enfant et qui va passer à l'acte à ce moment-là. Celui que, justement, dont on n'a jamais vu vraiment le regard, et qui démontre à quel point cet homme est excessivement dangereux. Je baserai d'ailleurs ma plaidoirie du premier volet sur ce regard que je n'oublierai pas, qui démontrait véritablement sa vraie personnalité à ce moment précis. J'ai discuté avec pas mal de sites, déjà deux, qui s'occupent principalement de pédophiles, de pédocriminels, et qui, elles, estiment qu'il faudrait prendre en compte justement ces gens-là, voir les... Et tout à fait, absolument. Bah, écoutez, moi j'ai longtemps fait partie des groupes de violences faites aux femmes. J'étais une des premières à dire il y a les victimes, mais il y a les auteurs. Et que pour qu'il n'y ait plus de victimes, il faut effectivement se concentrer aussi sur les auteurs pour voir ce que nous pouvons faire en matière de violence conjugale. Ben, en matière de pédocriminalité, vous ne pouvez pas passer à côté de la question de comment s'occuper d'un pédocriminel, d'une part pour éviter peut-être qu'il passe à l'acte, d'autre part quand il est passé à l'acte, quelle réponse judiciaire nous devons donner vis-à-vis de ces personnes-là. Et je rejoins tout à fait les personnes qui sont spécialisées dans ces domaines, où effectivement, les textes que nous avons aujourd'hui ne sont pas en concordance avec ce que nous devons faire pour prendre en considération réellement et véritablement la lutte contre la pédocriminalité. Et bien évidemment qu'il faut s'occuper des auteurs. Un pédocriminel en prison, ce n'est pas sa place. Un pédocriminel doit être dans une structure qui soit à la fois carcérale, mais aussi, je dirais, médicale, pour pouvoir effectivement travailler sur sa personnalité, voir comment on peut lutter contre ces pulsions sexuelles qui sont pour lui insurmontables, et comment éviter que demain, nous ayons d'autres victimes, d'autres enfants qui passent à travers leurs mains. C'est vraiment à la fois, je dirais, une coopération nationale, européenne et internationale sur la lutte contre la pédocriminalité. Trouver les pédocriminels qui sont à l'œuvre et qui doivent être arrêtés, et qui doivent arrêter
effectivement de commettre des victimes au jour le jour. Et c'est comment prenons-nous en charge, judiciairement, médicalement et autres, des pédocriminels pour une éventuelle réinsertion sociale, comment nous devons œuvrer en France sur ce point. Et là, nous avons un vrai travail à mener sur cette question. C'est un procès historique? Bien sûr. Historique, oui, historique pour la France, mais pour le monde. Je veux dire, tout le monde est interloqué par le nombre de victimes présentes dans un procès de cette envergure. C'est hors du commun, bien sûr. Et c'est pour ça que ce procès hors du commun qui s'ouvre va être, à mon sens, une pierre très importante dans une réforme législative qui est nécessaire. Et si vous aviez une chose à dire à Emmanuel Macron, là, tout de suite, maintenant, vous diriez quoi? Bougeons-nous en France pour lutter contre la pédocriminalité. Bougeons-nous parce qu'il y a trop d'enfants qui malheureusement sont victimes de cela, qui sont détruits à vie, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de se voiler la face. Aujourd'hui, nous devons prendre ce sujet comme un des sujets prioritaires en France, sur lesquels le législateur doit trancher. Voilà.